Pierre M. Duprat, peintre et sculpteur, a étudié à l'École des beaux-arts de Montréal et à l'Université de Montréal en histoire de l'art. Après plusieurs voyages dans les civilisations anciennes, il a complété un baccalauréat en arts plastiques. La peinture est son champ d'intérêt principal et par la suite, il s'est dirigé dans une organisation picturale différente dans laquelle il a intégré des objets en relief. Progressivement, il a créé des œuvres en 3 dimensions, dont la sculpture. Pierre Duprat, peintre et sculpteur. Je me souviens plus de l'époque où j'ai commencé à faire du dessin, de la peinture et de la sculpture. Je pense que j'ai fait du dessin avant de savoir écrire. Et vers les années 80-85, insensiblement, je suis passé de la peinture à la sculpture. J'utilise presque exclusivement le bois, mais surtout le fer soudé, parce que c'est un matériau d'abord qui ne coûte rien parce qu'on le trouve partout. Vous allez voir que j'utilise beaucoup de matériaux de fer de récupération. Pour faire des poissons, par exemple, il m'arrive d'utiliser des vieux silencieux d'automobile. Les branchies sont faites avec des palonniers de bicyclette. Alors, c'est tout du fer de récupération. Le fer, c'est un travail qui est très rapide, contrairement à la pierre, où il faut beaucoup de patience et puis il faut enlever petit éclat de pierre un après l'autre pour arriver à sortir une forme. Tandis que le fer, on procède non pas par soustraction, mais par addition de matériaux. On soude et si au bout de quelques minutes, on s'aperçoit que le résultat est peu intéressant, on prend un chalumeau coupeur, on coupe, ça tombe par terre et on recommence. Ce qui m'inspire, c'est autant des formes abstraites. Et quand je parle d'une forme abstraite, c'est une forme qui n'a pas de représentation directe dans des éléments de nature ou qui n'a qu'une signification intellectuelle et non pas une signification naturaliste, si vous voulez. Alors là, souvent, c'est le type de matériau qui va me suggérer des formes. Les Esquimaux disaient ça d'ailleurs, que très souvent, l'essentiel de la sculpture était déjà caché dans la pierre et le sculpteur devait simplement dégager cette forme-là de la pierre. Alors donc des formes abstraites, il y en a plusieurs dans mon jardin. Ici, j'ai une 50aine de sculptures dans le jardin et j'ai un certain nombre de formes sphériques qui rappellent vaguement la Terre. J'ai des poissons, des oiseaux, et des éléments qui peuvent s'inclure dans des arbres. J'utilise l'arbre des fois comme une base pour une sculpture. Et puis l'autre niveau d'inspiration, c'est la mythologie gréco-romaine, parce que dans la civilisation occidentale, l'histoire des dieux et des déesses de la mythologie grecque et de la mythologie romaine, c'est fondateur des valeurs de notre société. Et depuis l'Antiquité archaïque, c'est-à-dire depuis 600-700 ans avant Jésus-Christ, jusque pratiquement au 19e siècle, puis même encore aujourd'hui, ça a été une des sources d'inspiration, mais en particulier dans le monde grec, le monde romain et à la Renaissance italienne, c'était une des sources d'inspiration fondamentale pour les peintres et les sculpteurs occidentaux. Les musées en sont pleins de ces histoires des dieux. J'avais commencé en septembre, au début de septembre 2001, et j'avais à peu près le tiers de la sculpture qui était déjà faite, c'est-à-dire les jambes et un peu la base du manteau. À un moment donné, j'entre dans la maison parce que je travaille beaucoup à l'extérieur, derrière la maison chez moi. Alors j'entre pour prendre un verre d'eau. Machinalement, j'allume la télévision, j'ouvre la télévision. Et le premier avion venait d'arriver sur la première tour du World Trade Center. Alors évidemment, c'est quelque chose de frappant, d'étonnant. Et les commentateurs qui étaient à la télévision étaient persuadés qu'il s'agissait d'un accident. Alors je m'assois pour regarder, pour écouter davantage. Et quelques minutes plus tard, le deuxième avion arrive sur la deuxième tour, et là, tout le monde a su, ça ne demandait pas d'explication, qu'il s'agissait non pas d'un accident, mais d'un attentat. Et à partir de ce moment-là, ça a complètement changé la conception que j'avais de ma sculpture, l'homme à l'oiseau, qui était en cours d'exécution.
Alors j'ai changé la signification pour que la sculpture porte sur la liberté. La notion de liberté, la notion de démocratie, mais plus la notion de liberté que la notion purement occidentale de démocratie. Alors on voit l'homme qui libère un oiseau, qui a derrière lui une cage dont la porte est absente. Et il y a une espèce de grande clé qui d'ailleurs sert techniquement à solidifier le bout des ailes et qui va jusqu'à la cage. Alors la clé, la cage ouverte et l'oiseau qui s'envole, tout ça, c'est des éléments qui sont sur la liberté. J'ai fait une autre sculpture comme ça qu'on verra peut-être tout à l'heure qui est dans le jardin et qui s'appelle Les libertés enchaînées, que j'avais fait un peu pour Pierre Falardeau au moment où il cherchait des fonds pour son film sur les Patriotes de 1837-1838. Et puis Sheila Copps, à l'époque, avait jugé que le film était trop politique. Alors, je pense que c'est la SODEC ou je ne sais pas quel organisme qui donne des fonds aux cinéastes, lui avait refusé des fonds. Alors, il y avait eu un grand spectacle, je pense que c'était au Spectrum, des chanteurs, des comédiens qui lisaient de la poésie, toujours sur le thème de la liberté. Il y avait des vedettes connues, Piché, il y avait Vigneault, bien sûr, qui était un peu l'instigateur de tout ça. Et nous, plus modestement, quelques peintres et quelques sculpteurs, on avait fait une exposition un peu parallèle à cet événement-là. Et moi, j'avais exposé cette sculpture où il y a 3 hommes qui sont enchaînés. Il y en a un dont les chaînes sortent de la tête, c'est la liberté de penser. L'autre, les chaînes lui sortent de la bouche, c'est la liberté de parole. Et le troisième n'a pas de main, c'est la liberté d'action. Alors tout ça, c'est un thème qui est absolument passionnant. Et là-bas, l'homme à l'oiseau, ben, c'était tout à fait dans cette ligne de pensée. Mais les événements on était en plein dedans, hein, septembre 2001, le 11 septembre 2001, ça l'a vraiment orienté cette sculpture-là dans ce sens-là. Il y a une liberté aussi, ça on oublie trop souvent cette idée-là, dans l'emploi même du matériau. Si jamais vous remarquez la sculpture, là, l'homme qui libère l'oiseau, il a le bras levé comme ça, et comme il y a un grand manteau un peu romantique, il y a des plis, comme il y a sur ma chemise présentement, et un pli, il y a toujours une partie convexe et une partie concave. Alors, je vais tout simplement utiliser des vieux tuyaux de fer que j'ai trouvés dans une décharge. Je les ai coupés sur le sens de la longueur. Il suffisait d'en mettre un en creux et l'autre en relief et ça fait exactement les plis d'un manteau. Les grands volets qu'il y a sur le manteau, c'était fait à partir de lames de ressort de camion. Alors, tout est utilisable là-dedans et souvent ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'une partie des formes sont déjà faites. Et c'est de donner une seconde vie à des objets qui seraient là à rouiller dans des décharges publiques. Et regardez ici, ça, c'est une famille de loups qui est faite avec des vieilles poutres de bois, du cordage et puis du fer soudé. Et regardez, je sculpte évidemment en soudant la tête de ces personnages-là et je les laisse rouiller. Je les laisse rouiller pendant quelques mois et quand la rouille est bien répartie, je prends un vernis spécial qui est des choses qu'on trouve dans le commerce. Hein. Il y a des banques de commerce connues, Sico en fait, Tremblad en fait. C'est un vernis qui est spécifique pour le fer. Et la différence qu'il y a entre ce vernis pour le fer et le vernis à bois, c'est que c'est un vernis à base de matière plastique. Donc, quand il fait chaud l'été, que c'est en plein soleil, le fer a tendance à s'expandre un peu. Alors, le vernis est élastique, alors il suit le mouvement du fer. Et l'hiver, quand il fait froid, il y a une contraction et le vernis se contracte en même temps que le fer. Alors, quand ça va être suffisamment rouillé que je vais mettre le vernis dessus, ça va donner
un peu un effet comme le bronze. Moi, moi j'en mettrais partout des sculptures, bien sûr, parce que j'aime ces choses-là et j'aime voir mes sculptures noires en métal par rapport au vert des arbres ou à la neige blanche de l'hiver. Il faudrait aussi que les jeunes travaillent plus ensemble. Et la sculpture, ça peut être plus un travail collectif que peut-être la peinture. Alors que les jeunes travaillent ensemble. Et puis que les municipalités soient ouvertes au fait qu'à un moment donné, par exemple, on pourrait dire à 2 ou 3 jeunes sculpteurs, ben voici, dans tel parc de la ville, il y a un petit coin qui est là. Si vous voulez installer des sculptures, bon, on va défrayer un certain nombre de choses, mais à condition, bien sûr, que les sculptures ne soient pas dangereuses pour les gens qui vont dans le parc, et puis qu'elles soient assez solides pour ne pas être démolies, là. On devrait les encourager de cette façon-là.